Bonsoir, voici les titres de ce journal. La justice ouvre une enquête sur une dizaine de décès survenus à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Il s'agit de savoir si ces décès sont liés à la coupure de courant intervenue la semaine dernière. Hausse du chômage au mois d'août. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 33 000 personnes. Ce sont les saisonniers, les intérimaires principalement. Première visite en France de M. Gerhard Schröder, celui qui sera bientôt officiellement le nouveau chancelier de la République fédérale d'Allemagne, nous a accordé un entretien. Et puis à la veille de l'ouverture du 100e mondial de l'automobile, nous serons en direct de ce salon avec vous, Benoît. Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, c'est le centenaire du salon de l'automobile. C'est ce qui en fait un événement assez extraordinaire, tout simplement parce qu'il a 100 ans comme ces voiturettes, Peugeot et Renault qui sont derrière moi. Et puis aussi parce qu'il y a une quarantaine de nouveautés exposées cette année. Ça ne s'était jamais vu. Et vous le verrez en découvrant ces voitures, et bien que l'heure est plutôt à la gaieté. On est loin des formes quelquefois un peu rigides et tristes des années de crise. Et puis, autre événement un peu exceptionnel chez nous ce soir, et bien pour la première fois, les deux grands patrons des deux grands groupes français, Peugeot et Renault, Monsieur Fols et M. Schweitzer, ont accepté de dialoguer en direct à la télévision. Ça aussi, c'est un événement et ça a lieu sur France 2. Ça sera tout à l'heure. Je vous retrouverai ici en direct du Salon de l'Automobile. C'est cela, dans quelques minutes. À Lyon, la panne d'électricité est survenue à l'hôpital Édouard Herriot à la fin de la semaine dernière. Une panne de courant de 2 heures pourrait être à l'origine du décès d'une dizaine de personnes. Il convient d'user du conditionnel, mais la justice a décidé d'élargir son enquête. L'équipe médicale et administrative de l'hôpital a toujours affirmé cependant que ces décès n'avaient aucun rapport avec la panne électrique. Pour tenter de comprendre ce qui s'est passé, l'enchaînement des faits, voyez le reportage de Benoît Gadret, Thierry Simonet. Samedi 26 septembre, 0h30. Le deuxième hôpital de France est plongé dans le noir, près de 2h30 sans électricité, du jamais vu. La faute à une pièce de quelques centimètres carrés située dans cette armoire. Une pièce de contact qui, sous l'effet d'une panne de secteur, s'est détériorée. Le système s'est mis en sécurité et empêche le basculement sur les deux alimentations de secours. Selon le syndicat FO de l'hôpital, il s'écoulera 1 heure et 15 minutes avant que la société privée chargée de la maintenance commence à intervenir sur le système électrique. Vous avez des tas de services qui sont des services pilotes à tout point de vue, et on se retrouve tout d'un coup bloqué, neutralisé par une simple coupure d'électricité. Il y a de la stupeur, puis il y a de l'indignation, c'est pas possible. 720 malades sont hospitalisés cette nuit-là. Les plus graves en service de réanimation, là où l'électricité alimente les appareils de dialyse et surtout de ventilation. Les médecins assurent avoir fait face. Donc voilà ce qui se passe en cas de coupure d'électricité par exemple, c'est la même chose. Donc immédiatement, toute personne présente, médecin ou infirmière, va se saisir d'un appareil de ventilation manuelle, qui est ici un va-et-vient, il ouvre l'oxygène en grande quantité et il remplace le respirateur par cet appareil manuel. Mais dans l'incertitude, les médecins décident de transférer 26 malades vers d'autres hôpitaux. 2 décéderont dans les heures qui suivent, dont Robert Séguin. Ce sexagénaire souffrait d'un cancer, il venait d'être opéré. Sa famille, à qui un médecin avait laissé quelques espoirs, envisage aujourd'hui de porter plainte. Les infirmières et les infirmiers ne sont pas en cause, ils ont fait ce qu'ils ont pu manuellement, mais je ne pense pas que des mains puissent remplacer les machines ni les dialyses. Il avait une toute petite chance de vivre encore. Donc on nous l'a dit. Bon, elles étaient peut-être petites, peut-être que les suites de l'opération se seraient mal passées, peut-être on peut en rajouter tant qu'on veut, mais il y a quand même une toute petite chance qu'il s'en soit sorti sinon. De ces décès, des conséquences de la panne, la direction de l'hôpital ne parlera que tardivement, sous la pression des médias. Les médecins affirment que la coupure n'a eu aucune incidence sur le décès de patients qui étaient en fin de vie. Nous n'utilisons pas la langue de bois, mais de votre côté, il ne faut pas avoir de suspicion. Je peux vous garantir qu'il n'y a aucune affection, aucun décès suspect ici ou là. Des autopsies seront pratiquées demain par 2 médecins experts, dont un Suisse sur 8 des 10 patients décédés qui font l'objet d'une enquête ordonnée par la justice. Par ailleurs, des médecins chefs de service ont été ou seront entendus par la police dans les prochaines heures. En Conseil des ministres, ce matin, le président Chirac a demandé que les causes et les responsabilités de ces décès soient établies et que l'on s'assure que de tels accidents ne puissent pas se reproduire. Quant au maire de Lyon, M. Raymond Barre, il appelle à la prudence pour éviter toute interprétation prématurée ou abusive. Nous avons voulu savoir comment, dans un hôpital ou un établissement public différent, tel un aéroport, on prévoit une éventuelle coupure de courant. Quelles sont les procédures de sécurité mises en place? Voici l'exemple à l'hôpital Bichat, à Paris, et à l'aéroport de Roissy. Reportage Benoît Thévenet, André Issora.
La vie d'un malade suspendu au fonctionnement de la machine. Dans un service de réanimation, l'électricité est vitale. Le courant électrique est fourni par EDF, il y a la source principale et en cas de coupure, une source auxiliaire prend le relais pour alimenter l'hôpital. Si les deux sont défaillantes, nous avons un basculement automatique sur cette source d'énergie qui est fournie à partir de groupes électrogènes qui eux-mêmes sont alimentés à partir de cuves de fioul. Ils sont toujours en préchauffage, qui sont prêts à démarrer dans les 30 secondes qui suivent la détection d'une coupure sur le réseau électrique. Les 30 secondes seront invisibles sur les appareils de l'hôpital grâce à 17 tonnes de batteries. Mais ces batteries ont une autre fonction, elles sont capables de fournir de l'énergie au bloc opératoire et à la réanimation pendant 30 minutes. Une sécurité en cas de défaillance des groupes électrogènes. Même si les 3 appareils sont mis en marche 2 fois par mois pour vérifier leur état, une panne est toujours possible. Enfin, cas rarissime, il peut arriver qu'aucune sécurité n'ait fonctionné. Alors, c'est le personnel hospitalier, comme à Lyon il y a quelques jours, qui maintient manuellement la respiration artificielle. Dernière journée devant les jurés et les magistrats de la Cour d'assises de Paris au procès de Florence Ray. Hier, l'avocat général avait réclamé 30 ans de réclusion contre la jeune femme accusée du meurtre de 4 personnes. Cet après-midi, les avocats de la défense plaidaient. Maître Henri Leclerc, le défenseur de Florence Ray, s'en est pris, Dominique Verdeillan, à l'avocat général. Oui, parce que accuser Florence Ray d'avoir tué le chauffeur de taxi pour Maître Leclerc, c'est un coup bas, parce que cela n'apparaît pas dans le dossier d'instruction, et puis parce que ça n'a pas été développé durant le procès. La deuxième salve de Maître Leclerc, ce sont les 30 ans requis. Proprement dit, c'est injuste, dit-il. Florence Ray ne doit pas payer à la place d'Audrey Maupin. Florence Ray se bat pour ne pas être une héroïne, un exemple, un modèle. Alors n'en faites pas un martyr par une peine lourde. Troisième axe de défense, Florence Ray, criminelle malgré elle. Je vous invite à écouter Maître Henri Leclerc quelques minutes après sa plaidoirie. Florence Ray était une très jeune adolescente, qu'elle a été entraînée dans un enchaînement qu'elle n'a pas maîtrisé, dans une atmosphère de panique, de peur, que la peine qu'on a demandée contre elle est une peine terrible et qu'il est faux de croire que les gens ne font pas les peines qu'on leur inflige. Ils les font. C'est tout ce que j'ai à dire. Leclerc alerte les jurés sur le fait que les libérations conditionnelles sont pour ainsi dire inexistantes dans les dossiers de meurtre de policiers. Il rappelle que ce type de crime est exclu des grâces du 14 juillet. Dernier point un peu inattendu. Pour Maître Henri Leclerc, Florence Ray s'est très mal défendue durant son procès. Elle n'a pas trouvé les mots nécessaires. Il lui a même dit « vous avez été nul ». La parole a été donnée en dernier à Florence Ray, comme le prévoit la loi. Elle a préféré ne rien dire. Merci Dominique. Condamnation à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis pour 2 hommes reconnus coupables d'atteinte sexuelle sur des mineurs de moins de 15 ans. 2 quadragénaires adeptes du tourisme sexuel qui abusaient de jeunes enfants lors de voyages au Maroc et au Sri Lanka. C'est le tribunal de Bobigny qui a prononcé cette peine et c'est une première en matière judiciaire. Il faut savoir que depuis la loi du 4 février 1995, ces pratiques sont passibles de 10 ans de prison. En Corse, à Furiani, près de Bastia, une intervention policière avec les hommes du RAID a été effectuée tôt ce matin au domicile du secrétaire national du mouvement Aconculta indépendantiste. Monsieur Charles Pierre, au cours de la perquisition, des armes et des explosifs ont été saisis. De nombreux militants nationalistes sont venus sur place. Reportage Agnès Varamian, José Boulestex. La sympathie et les applaudissements des militants de la Concolte. Leur colère aussi, manifestée par un jet de pierre sur la voiture des policiers qui emmènent Charles Piry, son fils et l'un de leurs proches au commissariat. Très tôt ce matin, dès la nouvelle connue, les militants se sont rassemblés devant la maison de leur leader. Puis, les gendarmes mobiles sont arrivés. Il a donc fallu discuter. Nous, on reste là. Mais il n'y aura pas d'incident. Quelques heures auparavant, Charles Piry, interpellé à 6 h du matin, devait répondre aux questions des policiers. Son domicile a été perquisitionné sans aucun ménagement. 60 bâtons de 100 grammes et 200 grammes de dynamite, 15 pistolets automatiques, 2 fusils AK-47. Voilà ce qu'ont trouvé les policiers qui ont aussi saisi des documents liés à la Concolte, mais en petite quantité. C'est dans le cadre d'un meurtre, celui de ce jeune militant d'un camp nationaliste opposé à la Concolte, Christophe Garelli, que cette opération a eu lieu.
Selon un témoin, des militants de l'organisation proche de Charles Piry étaient présents sur les lieux du drame. Il y a 2 jours, nous rencontrions justement Charles Piry pour savoir s'il ne se sentait pas inquiété dans cette affaire. La Concorde est un parti politique public qui n'a aucune responsabilité, bien sûr, dans aucun drame, mais la question est assez bizarre pour être posée. Donc nous n'avons aucune responsabilité dans ce drame, qu'on n'a d'ailleurs dans aucun autre. Mais c'est maintenant sur les armes et devant les policiers de l'antiterrorisme que Charles Piry devra s'expliquer. Son arrestation tombe mal pour la Concorde. Ces dernières semaines, 12 militants, dont son ancien leader, emprisonné François Santoni, ont démissionné. Mais cet après-midi, à la Concorde, on parlait de lutte pour l'indépendance. On peut individuellement nous faire du mal, effectivement. C'est ce qui se passe aujourd'hui, ça continuera probablement. Mais on ne peut pas arrêter cette lutte. Mais ce soir, après des démissions en cascade et l'arrestation de son nouveau leader, la Concorde est on ne peut plus affaiblie. À noter que l'avocate Maître Mattei, chez qui on avait perquisitionné ce matin, a été interpellée puis relâchée en fin d'après-midi. Le fabricant mondial de jeans, Lévi-Strauss, annonce une restructuration, c'est-à-dire 2500 licenciements dans ses usines américaines et européennes. Pour l'Europe, le fabricant de jeans veut fermer 4 usines, 3 en Belgique et 1 en France. L'usine française est située à la Bassée, près de Lille. Elle compte 530 salariés. Et comme leurs collègues belges, les ouvriers lillois ont été stupéfaits par cette annonce. Reportage Marianne Mas, Dominique Mas. Le travail a repris ce matin à la Bassée, mais le cœur n'y était pas plus que l'espoir. On y a échappé 1 fois, pas 2. Il faut dire que la marge de manœuvre semble bien étroite. La direction met en avant la concurrence de plus en plus rude, la baisse des ventes et les coûts de production trop lourds. Pour rester dans la course mondiale, Lévis avait besoin de faire des coupes sombres. Nous avons regardé les coûts des différentes usines. Nous avons actuellement 12 usines en Europe. Et les usines en Belgique et en France s'avèrent les plus chères. Si vous pensez que pour la main-d'œuvre en production, pour faire un jean à 28 francs de l'heure, c'est cher, je ne comprends rien du tout. Bien sûr, on ne va pas travailler comme dans les pays de l'Est, comme en Pologne, à 9 francs. Pourtant, la crise n'est pas récente et les salariés avaient déjà dû subir des périodes de chômage technique. Coïncidence ou pas, en 1996, l'entreprise avait reçu des subsides du plan Borotra d'aide au textile, l'année même où elle ouvrait une unité en Turquie. On chope de plus en plus et en Turquie, ils en produisent de plus en plus. Nous, on va commander des Lévis, on va commander un 501, on a des bons de commande qu'on peut avoir tous les mois. On va avoir un jean, il est écrit Made in Turquie. Lévis, c'était l'un des derniers gros employeurs du secteur, alors pour le maire, le coup est rude, il pense forcément délocalisation. On vient d'être un petit peu surpris par Benetton, qui lui dit carrément « je m'en vais en Hongrie pour des raisons de coûts salariaux ». Et donc on y pense automatiquement. Ça, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. En France et en Belgique, 1400 personnes sont aujourd'hui en sursis. Les Belges, eux, ont choisi de faire grève, au moins jusqu'à vendredi. Tous iront manifester lundi à Bruxelles, lors d'un comité européen du groupe. La ministre de l'Emploi, Martine Aubry, affirmait que la décision définitive n'était pas encore prise. Mauvais chiffre du chômage pour le mois d'août. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 33 000. Cet accroissement est plus marqué pour les hommes, notamment les adultes âgés de 45 à 50 ans. Ces chiffres sont sans doute liés à l'arrêt du travail des saisonniers. Cette recrudescence était prévisible et le ministère de l'Emploi rappelle que le taux de chômage en France reste inchangé. Il y a 2 997 600 chômeurs en France actuellement. Parmi les mesures prises par le gouvernement pour combattre le chômage, il y a les emplois jeunes. Beaucoup ont été créés dans l'éducation nationale. On peut se risquer à faire un premier bilan provisoire de l'efficacité de ces emplois. Ça marche, même s'il y a quelques défections. Reportage Benoît Gadret, Thierry Simonet. En allemand, vous me t'excédez pas parce que l'allemand, Philippe, il y a de l'allemand pour toi. Dans ce collège, ils sont 6 aides-éducateurs. Depuis 1 an, un seul a démissionné. Les débuts ont été difficiles, la mission mal définie. Mais avec le temps, ces jeunes diplômés ont su trouver leur place, essentiellement dans le soutien scolaire. Le gramme, le décagramme, le gramme, le décigramme, le centigramme et le milligramme. 1 kilogramme fait combien de grammes? 1000 grammes. 1000 grammes, tu avais raison. En fait, c'est le travail qu'on fait avec eux qui est différent et qui ne trouvent pas avec leurs professeurs, qui n'ont pas souvent le temps non plus. Parce que 25 élèves, vous imaginez 25 élèves qui viennent chacun à leur tour à la fin du cours dire j'ai pas compris le cours, c'est plus dur. Alors qu'avec nous, ils peuvent venir. On peut très bien prendre 25 élèves durant la semaine, les éparpiller.
Le temps pour apprendre et pour écouter. Dans ce collège de 700 élèves, implanté au cœur d'une cité sensible, les aides-éducateurs de par leur âge ont un contact différent avec les élèves. On a un peu les confidents, donc, qui viennent nous raconter un petit peu ce qui leur arrive dans leur famille, dans le quartier. Et je crois que le fait de venir au collège et de pouvoir en même temps parler à quelqu'un, je crois que c'est important et ça leur apporte beaucoup. Oui, ils prennent du temps avec nous. Ils peuvent prendre plusieurs heures. Ils prennent le temps de nous expliquer, comme elle dit. On a plus d'importance. Voilà, tout à fait. Ce qui savent les élèves. Et ils nous prennent à notre niveau en fait. Ils veulent pas nous pousser à faire ce qu'on ne sait pas faire. Cet élève turbulent vient d'être expulsé de sa classe et placé en études chez les aides-éducateurs. C'est une erreur, comme je te disais, c'est une erreur de parcours, on n'est qu'en début d'année. Et bon, on repart sur de nouvelles bases après. D'accord? Ouais. Ok. Les élèves ne les qualifient jamais d'emploi jeune, ne les appellent jamais les emplois jeunes. Les élèves disent les médiateurs. C'est quand même intéressant que ce sont les élèves qui le plus souvent les appellent les médiateurs. Alors, est-ce que les élèves savent vraiment ce qu'il y a, ce que veut dire le sens médiateur? Mais en tous les cas, eux, ils les appellent comme ça. La présence de ces médiateurs a permis de désamorcer certains conflits, même si, faute de formation et d'expérience, leur mission éducative a ses limites. Au fil des mois, ces jeunes chômeurs ont su dessiner le profil d'un nouvel emploi, tout l'inverse d'un petit boulot. À Paris, fin de la grève des cheminots sur le réseau Saint-Lazare. L'arrêt de travail avait été décidé à la suite d'agressions commises contre des agents de la SNCF. Des mesures de sécurité supplémentaires ont été décidées. Et puis, reprise du travail également des agents de conduite SNCF de la ligne C du RER. Les grévistes estiment avoir obtenu des avancées intéressantes quant à des recrutements nouveaux. En Cisjordanie, dans la partie de la ville d'Hébron, occupée par Israël, 2 bombes ont explosé alors qu'elles étaient jetées contre un véhicule de l'armée israélienne. 20 personnes ont été blessées, dont 8 Palestiniens. C'est aujourd'hui Yom Kippour en Israël, le grand pardon, et l'armée est en état d'alerte sur tout le territoire. 3 jours après sa victoire électorale, M. Gerhard Schröder, bientôt officiellement chancelier de la République fédérale d'Allemagne, successeur d'Helmut Kohl, était en visite aujourd'hui à Paris. Il a été reçu par le président de la République et par le Premier ministre. Il nous a accordé un entretien que nous avons enregistré il y a quelques minutes. Mais auparavant, voici la première journée à Paris du nouveau dirigeant allemand. Reportage Philippe Rochaud, Jean Cornu, Patrick Desmully. Les premiers pas de Jacques Chirac et Gerhard Schröder dans les jardins de l'Élysée. Les 2 hommes ne se connaissaient pas, mais après le départ d'Helmut Kohl, c'est sur eux que vont s'appuyer les rapports franco-allemands. Des rapports qui resteront solides, affirme le nouveau chancelier, après être revenu sur ses déclarations où il souhaitait élargir cet axe à la Grande-Bretagne. Notamment en ce qui concerne la conception de la relation franco-allemande et les exigences de la construction européenne, nous nous sommes trouvés tout à fait sur la même ligne, ce dont je me réjouis. Gerhard Schröder estime même que Jacques Chirac est un social-démocrate modéré et qu'il n'y a pas de grande différence avec Lionel Jospin. Une impression confirmée lors de sa visite au musée Rodin de Meudon que le Premier ministre français a voulu présenter au futur chancelier. Le poète allemand Rainer Maria Rilke a été secrétaire de Rodin et Schröder est un amateur d'art et de poèmes. Gerhard Schröder a voulu montrer qu'il connaissait ses classiques en récitant l'Automne de Rainer Maria Rilke. Entretien politique ensuite, Schröder adhère à la proposition française de renforcer les institutions financières mondiales pour que l'Europe puisse affronter les crises, mais aussi que les Européens puissent lutter ensemble contre le chômage. Mais l'état des relations franco-allemandes ou le problème de la contribution allemande au financement de l'Union européenne ne représente pas le seul souci pour Gerhard Schröder, qui doit commencer dès demain des négociations avec les Verts pour la formation d'un nouveau gouvernement. Monsieur Gerhard Schröder, bonsoir. À vos côtés, notre correspondant permanent à Berlin, Olivier Lerner. Vous êtes à l'ambassade d'Allemagne à Paris. Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez dirigé le Land de Basse-Saxe depuis 1990 et que vous venez d'être élu 7e chancelier de la République d'Allemagne. Mais comment vous qualifiez politiquement? Faites-vous partie de l'Europe socialiste? Êtes-vous un social-démocrate comme Tony Blair et Lionel Jospin? Ou bien un centriste, car vous avez en effet parlé de nouveaux centres? Eh bien, je suis social-démocrate et il y a des raisons pour cela. Mais le nouveau centre qu'il s'agit de conquérir, ce n'est pas une contradiction au plan politique par rapport au fait que je suis social-démocrate. C'est la conséquence logique. La
Monsieur Schröder, votre passé est intéressant. Vous êtes un ancien marxiste, vous ne l'avez jamais caché, un ancien gauchiste également, gauchiste pur et dur. On vous dit aujourd'hui très proche des patrons. On dit même de vous que vous êtes le camarade des patrons. Et votre détracteur vous qualifie aussi de girouette. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Ce que j'en pense, c'est très simple. Ceux qui n'apprennent pas au cours de leur vie ne peuvent pas faire de la politique. Moi, je ne rejette rien de mon passé. J'ai bien fait ce que j'ai fait. Je l'ai fait volontiers. J'ai lutté pour la justice sociale. Et je crois que c'est le seul moyen de réaliser la justice sociale. J'ai appris pas à pas et je l'ai fait volontiers. Vous avez eu à Paris une journée très chargée. Vous aurez demain à Bonn une journée très compliqué. Vous allez commencer les négociations avec les Verts. Les Verts sont très exigeants. Ils demandent une augmentation du prix de l'essence, l'abandon du tout nucléaire. Comment ça va se passer? Combien de portefeuilles ministériels vous allez leur confier? Ça, je ne vais pas le dire à la télévision française, pas plus qu'à la télévision allemande. Ça fera l'objet des négociations de coalition. Il faut évaluer la pondération. Plus de 40% des électeurs se sont engagés pour les sociodémocrates, plus de 6% pour les Verts. Et c'est une pondération que l'on va reprendre évidemment dans le programme de coalition. Ça va être tout à fait déterminant. Nous allons miser sur la lutte contre le chômage. Nous allons miser sur la résorption du déficit de formation pour les jeunes. Les sociodémocrates, c'est la stabilité économique, ce n'est pas d'expérimentation tout à fait hasardeuse, c'est la stabilité et on peut s'y fier en France. Monsieur Gerhard Schröder, l'Allemagne va assumer la présidence européenne à partir du 1er janvier. Alors, est-ce que vous allez privilégier, comme ce fut historiquement le cas, un axe Paris-Berlin ou Berlin-Paris, ou est-ce que, étant un peu plus anglophile, peut-être par tradition vous-même, est-ce que vous entendez privilégier un trio, c'est-à-dire Berlin, Londres et Paris? Eh bien, je ne veux pas d'un ménage à trois. Ça sous-entend tout à fait quelque chose de différent en allemand, mais je crois qu'il est exact que les relations franco-allemandes doivent être dynamisées et on peut y ajouter quelque chose. Ajouter encore, renforcer notre coopération, il faut que les deux pays soient tout à fait ouverts à un rapprochement de la Grande-Bretagne au processus européen. Les relations franco-allemandes sont un élément déterminant de la politique européenne, mais ce n'est pas une exclusivité, et ce n'est d'ailleurs pas une exclusivité que revendiquent les relations franco-allemandes pour les Français comme pour les Allemands en Europe. Il est essentiel d'avoir également une très bonne relation avec les Britanniques. Et de même pour la Grande-Bretagne, il est essentiel d'avoir une bonne relation avec le reste de l'Europe. Monsieur Schröder, est-ce qu'il est difficile pour un chancelier allemand de travailler avec un gouvernement français de gauche et un président de la République qui ne l'est pas? Est-ce que cette cohabitation vous dérange? Non, ça ne me dérange absolument pas. Bon, ce qu'on appelle la cohabitation, évidemment, je le connais déjà un petit peu. Et mon sentiment, après les discussions que j'ai menées aujourd'hui, c'est que sur tous les points essentiels, la France parle d'une seule voix. Je vous remercie, Monsieur Schröder. Je rappelle, puisqu'il y a un petit détail, que cet entretien a été enregistré vers 19h15. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Kosovo. Demain, cette réunion intervient au lendemain de nouveaux massacres commis par l'armée serbe dans le centre du Kosovo. Commentaire Patrice Romden. Du massacre, seul un enfant de 2 mois a réchappé. Sa mère lui a servi de bouclier. Ce groupe d'une vingtaine d'Albanais fuyait les combats quand il est tombé nez à nez avec des hommes portant l'uniforme de l'armée serbe, selon le témoignage des habitants du coin. Tous ont été torturés avant d'être achevés. Autre scénario, même épilogue à 30 km de là. La carriole d'une famille albanaise tombe dans un ravin. Elle attend de l'aide, ce sont des soldats qui arrivent. Hommes, femmes, enfants, pas de survivants. Là encore, les villageois accusent les Serbes et leurs témoignages se devinent sur des visages que fige la détresse et l'incrédulité. Belgrade dément toute participation à ces tueries. Pendant ce temps, la campagne du Kosovo fume toujours, trahissant la persistance de combats auxquels l'armée serbe se dit étrangère. D'ailleurs, ces soldats s'en vont, comme habités par une forme de sérénité. Et puis 5 membres de l'armée yougoslave ont été tués à l'ouest du Kosovo par des tirs en provenance du territoire de l'Albanie, vient-on d'apprendre. En Algérie, une nouvelle opération menée par les forces de sécurité contre un groupe armé islamiste près de Saïda. 17 personnes ont été tuées et la télévision algérienne a longuement montré les cadavres des islamistes.
Au Sénat, la bataille est engagée pour l'élection à la présidence de cette Assemblée entre l'UDF sortant, M. René Monory, et le RPR, M. Christian Poncelet. Les intentions de vote restent relativement indécises et cela ne crée pas un bon climat au sein de la majorité sénatoriale de droite. Reportage Jean-Baptiste Prédali, Bernard Connor. Au Sénat, les réveils sont parfois brutaux. Un président à élire, par exemple, et voilà le palais du Luxembourg en émoi. Conciliabule, supputation, aparté. Derrière les dorures, les grandes manœuvres ont commencé. L'enjeu, ce fauteuil. À 75 ans, le centriste René Monory pensait solliciter tranquillement un troisième mandat. Mais tapis derrière son bureau de la commission des finances, le RPR Christian Poncelet, 70 ans tout juste, rêve de lui ravir sa place. Et chacun sort ses atouts. René Monory souligne son rôle dans l'opposition, son expérience, ses bonnes relations avec Jacques Chirac. De son côté, Christian Poncelet vante son propre dynamisme, son projet pour le Sénat de demain, ses bonnes relations avec Jacques Chirac. À chacun sa candidature, ses soutiens, à chacun ses arguments, longuement, soigneusement pesés. Jusqu'à présent, le président de la République est quand même un président de la République RPR. L'Assemblée nationale, lorsqu'elle est majoritaire, elle est plus RPR que UDF. Bon, que le Sénat, qui est un peu plus UDF qu'RPR, conserve cette présidence, c'est pas extraordinaire. Vous savez, ma candidature n'est pas le fruit d'un caprice, ce n'est pas non plus le résultat d'une obsession, d'une obstination, ni la conséquence d'une querelle de personnes. Je dirais même que ma candidature dépasse un peu mon humble personne. En principe, Christian Poncelet ne peut compter que sur le groupe RPR, qui pèse moins que toute l'UDF et les libéraux réunis. Mais au Sénat, rien n'est jamais sûr, ni les sourires, ni les poignées de main. Le scrutin s'annonce serré, un troisième homme pourrait même surgir entre deux tours. La seule certitude pourtant, c'est qu'il n'y aura pas vraiment de chambardement. Le Sénat s'agite un peu tous les 3 ans et il reste à droite. Près de Nice, dans un bateau amarré à Saint-Laurent-du-Var, les 2 tableaux impressionnistes de Monet et Sisley, volés au musée des Beaux-Arts de Nice la semaine dernière, ont été retrouvés. 2 hommes ont été interpellés, dont l'un serait un ami du conservateur du musée. Le conservateur, à l'issue d'une garde à vue, est en effet passé aux aveux. Voilà, nous allons maintenant rejoindre Benoît Duquesne au Salon de l'Automobile, non loin du siège de France Télévisions. C'est le 100e mondial de l'automobile. Il me semble, Benoît, que vous êtes parmi les vieilles dames. Eh bien Claude, vous nous retrouvez dans le hall 8, c'est ici que sont exposées toutes les voitures qui ont marqué l'histoire de l'automobile, comme c'est important cette Ford T. Pourquoi cette Ford T? Eh bien parce que ça a été la première voiture conçue, fabriquée à la chaîne. Il y a eu 15 millions d'exemplaires de cette voiture, ce qui était ahurissant pour l'époque, et ça l'est toujours d'ailleurs. Puis regardez cette autre voiture par exemple, c'est une Renault de 1924. On croit souvent que Renault a commencé à fabriquer des toutes petites voitures. C'est vrai qu'il l'a fait, mais il a fait aussi des voitures qui étaient tout à fait concurrentielles des grandes marques de l'époque. Alors, regardez par exemple cette Voisin. Cette Voisin, eh bien, elle est restée célèbre parce qu'elle a un design assez incroyable. Cette Traction, c'est plus la peine de la présenter. La Traction, on sait à quel point elle nous a marqué. La Peugeot 402 Eclipse, qui était aussi remarquable par son design et aussi par ses innovations technologiques. Et puis la Bugatti Royale, bien sûr, la Bugatti Royale, il y en a eu en tout et pour tout 6 dans le monde, et celle que vous voyez maintenant était celle de Monsieur Bugatti. Alors, en 1898, le salon avait lieu pour la première fois dans les jardins des Tuileries. Ensuite, ça a été au Grand Palais. Et chaque fois, eh bien, les présidents de l'époque les inauguraient, ces salons, en grande pompe. Ça c'est toujours le cas d'ailleurs, puisque demain, ça sera M. Chirac qui sera ici. L'évocation avec Patrice Rondet. Raymond Poincaré au Grand Palais en 1919. Monsieur le Président salue alors l'effort de l'industrie après 52 mois de guerre. À la vérité, on pourrait apprendre l'histoire de France et de ses présidents en se penchant sur celle du Salon de l'Auto. Vous apercevez Vincent Auriol en 47, voici son successeur en 54. Le président René Coty a inauguré son premier Salon de l'Auto. Et ce n'est pas une petite affaire. Les présidents, tenez voilà Pompidou, ont toujours honoré de leur présence cette manifestation qui célèbre le culte de la voiture, cet objet qui fait rêver les hommes et marcher le commerce. Et De Gaulle, que n'a-t-il fait pour la réputation de la déesse de Citroën, dont on nous vante les qualités dès l'automne 1955, des courbes et du coffre. Et 1, et 2, et 3. La déesse, c'était le confort, l'espace. La dauphine, c'était la suspension, inusable. La dauphine a acquis cette année une nouvelle suspension baptisée Aérostable, qui donne à en juger d'excellents résultats.
La 2 chevaux, c'était rigolo. Cette 4 chevaux, c'était Renault. Et on pouvait toujours rêver. La Jaguar anglaise, la voiture la plus rapide du monde avec son volant réglable, a suscité nombre de curiosités. La présence de la Mercedes claironnait la rentrée de l'industrie allemande dans le circuit mondial. Ça, c'était en 51. Et en 58, pour concurrencer les belles étrangères, Simca avait imaginé la Beaulieu, équipée d'un téléviseur, d'un magnétophone à cassette encastrable et d'un téléphone par lequel la secrétaire se faisait dicter le courrier du jour et du patron, installé à l'arrière. En 62, le salon quitterait le Grand Palais pour la porte de Versailles. On y célébrerait l'avènement du turbo. En 78, la mue de la Deutsch. Et rappelez-vous, messieurs, cette fameuse Lancia, la Trévis, je crois, qu'on a tant aimée et qui nous obsède toujours. On se demande pourquoi. Voilà, nous, on ne sait pas non plus, mais en tout cas, depuis 1960, le salon se tient non plus dans le cœur de Paris, mais ici, porte de Versailles, pour des questions de place, mais aussi d'embouteillage. Alors nous sommes ici à côté de concept cars. Qu'est-ce que c'est que des concept cars? Eh bien c'est en quelque sorte l'idée que se font les constructeurs de ce que pourra être la voiture dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ça ne veut pas dire que ce sont des voitures que vous allez voir dans les rues de Paris ou d'ailleurs. Ça n'est pas toujours le cas, mais ça peut le devenir. Regardez par exemple cette voiture-ci, elle vous dit sans doute quelque chose. Eh bien cette voiture, c'est tout simplement le concept car qui a précédé la Mégane Scénic. Alors des concept cars, il en a bien sûr sur le salon aujourd'hui. Regardez par exemple cette très belle Chrysler avec ses formes extraordinaires. Elle montre un petit peu ce qu'est la voiture aujourd'hui dans ce salon. Elle est très diversifiée dans ses formes, dans ses modèles et elle est, je dirais, presque plus gaie que la voiture des années de crise. Alors comment passe-t-on du concept car à la voiture que vous pourrez acheter? Eh bien on va voir avec Luc Bazizin et Daniel Lévy que c'est beaucoup moins drôle, si je puis dire, puisque ça commence tout simplement par un cahier des charges. Avant même le premier coup de crayon, une voiture commence à exister dans ce genre de document. Ici, le programme T1, appellation secrète de la 206 Peugeot. Là, le projet 65, nom de code de celle qui deviendra 4 ans plus tard la nouvelle Clio. La signature du président sur le cahier des charges donne le feu vert. Voilà, ici on entre dans le bureau secret de son style Peugeot. Et c'était ici effectivement dans lequel le styliste a fait sa traduction avec le crayon sur une bout de papier pour trouver les premières idées sur le dessin de 206. Et vous voyez, toutes les signes qu'il fait, ce sont des signatures qui forcent le dynamisme et une certaine puissance. C'est ça le cahier des charges, au début. Et c'est vraiment le styliste qui fait sa propre interprétation. Après avoir étudié des centaines de dessins, le projet commence sa vie dans l'ordinateur. La sculpture générale se précise, le designer peut alors façonner lui-même les premières maquettes. Nous pénétrons ici dans les arènes secrètes où se cachent des dizaines de maquettes et de prototypes en plâtre grandeur nature. Probablement les Renault de demain. Retour chez Peugeot. Cet homme avait la responsabilité d'une enveloppe de 6,3 milliards de francs pour transformer la maquette 206 en réalité. C'est ici où tout se discute jusqu'au moindre détail, comme par exemple agrandir des phares, mais là, les conséquences tombent en cascade. Il est évident qu'il fallait reprendre tout ce qui était tôlerie autour. Et même pour 2 mm, puisqu'il nous manquait 2 mm, ça amène un temps énorme de retouches et de coûts, puisque les outillages d'emboutissage, c'est des choses très volumineuses et ça entraîne des modifications importantes. Sous les bureaux d'études, une véritable usine miniature s'active à l'abri de tous les regards. Seul moyen de vérifier en situation la faisabilité de l'imaginaire. Nous sommes une zone maintenant de travail où on monte tout ce qui est véhicule de pré-série dans les conditions réelles de l'usine. Tout est enfin validé. Vient le jour de la naissance. La voiture est fabriquée. Les premières 206 sont stockées dans le parking de l'usine de Sochaux 3 mois avant la commercialisation et à peine 4 ans après la première ébauche. Alors retour au salon, mais cette fois dans le hall numéro 1, là où sont exposées toutes les marques, à commencer par Peugeot et sa 206. La 206 fait sa première sortie officielle ici au salon. Et la 206, eh bien, c'est la voiture dans laquelle Monsieur Peugeot, Monsieur Jean-Martin Folz, vous fondez vos espoirs presque autant que dans la 205 qui l'a précédée. Nous fondons, c'est vrai, de très grands espoirs dans 206 et c'est déjà de très grandes réalités, puisque nous avions un objectif ambitieux de 100 000 voitures à la fin de l'année et nous sommes sûrs de le battre dès maintenant. Et vous espérez faire 500 000 voitures l'année prochaine, c'est énorme. Au moins 500 000 voitures l'année prochaine, c'est-à-dire que plus que nous n'avons jamais fait que 205. Et c'est quasiment un coup de poker pour vous. Si ça ne marche pas, la 206, c'est grave?
Si ça ne marche pas à 206, ce ne serait pas une bonne nouvelle, mais je suis sûr qu'elle marchera très bien. Alors on est devant autre chose, là, ce qu'on appelle, on en parlait tout à l'heure, des concept cars. Celui-ci s'appelle le C3. Là, on est chez Citroën, hein, l'autre facette du groupe. Et ce concept car, on le présente un petit peu comme l'éventuel futur de chevaux, c'est ça? C'est presque cela. Je dirais que nous montrons ce soir à la fois deux voitures, une voiture de demain, la Xantia Picasso, et puis une voiture d'après-demain, cette voiture C3. Cette voiture C3, c'est un concept car, c'est une idée de ce que seront les Citroën de demain, et dans 3 ans ou 4 ans, nous sortirons une voiture selon ce principe. Alors je vous propose de faire quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, c'est de me suivre et d'aller à la rencontre de quelqu'un qui est, je ne sais pas comment l'appeler, votre ennemi, votre concurrent, votre adversaire. C'est Monsieur Schweitzer, c'est le patron de Renault qui nous attend ici. Et une rencontre entre vous deux à la télévision, je crois que ça s'est jamais fait. Donc voilà, Monsieur Schweitzer. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Alors comment il faut vous appeler? Il faut vous appeler comme des amis, des ennemis, des adversaires, des concurrents, c'est quoi? Des concurrents sûrement, des ennemis sûrement pas. Des amis et des concurrents. Les relations entre Peugeot et Renault se sont assagies. À une époque, elles n'étaient pas très bonnes avec M. Calvet. Cette fois-ci, c'est fini? C'est des relations entre deux concurrents très proches qui ont beaucoup en commun, mais qui ont chacun envie de gagner nos compétitions. Autrement dit, sur le plan commercial, tout nous sépare, mais pour défendre la voiture, tout nous réunit. Alors vous pesez à vous deux, là, 4 millions de voitures par an. Oui. C'est énorme. Vous êtes le 9e et le 9e et 10e constructeur au monde, d'après les chiffres que j'ai pu voir. C'est énorme, 4 millions de voitures par an, c'est énorme, mais en même temps, on se dit que par rapport à des géants comme General Motors, comme Ford, comme Daimler, qui vient de fusionner là avec Chrysler, ça peut paraître petit. Alors quand vous voyez toutes ces fusions qui ont lieu dans l'automobile, y compris Volkswagen récemment, etc., comment est-ce que vous voyez une réaction possible? Ça serait quoi pour vous, M. Schweitzer? Pour moi, c'est une réponse simple, c'est la croissance rentable. C'est-à-dire que mon objectif, c'est que Renault, dans 12 ans, soit à 4 millions de véhicules par lui-même en grandissant dans le monde. Donc la réponse aux géants, c'est de grandir. Et vous, Monsieur Folz? Pour moi, bien sûr, comme l'a dit Louis Schweitzer, c'est de grandir. C'est aussi de trouver par d'autres techniques que la fusion des entreprises, l'effet de taille et la productivité. La solution de PSA, ce sont les coopérations avec d'autres constructeurs, coopération avec Renault depuis presque 30 ans, oui. Coopération avec Fiat, et puis nous l'avons annoncé hier, une coopération très importante avec Ford. Nous allons développer ensemble une nouvelle famille de moteurs. Donc vous allez faire un moteur ensemble. Mais l'idée de fusionner à la limite, Peugeot, PSA et Renault, non, non. C'est une mauvaise idée, c'est un de nos points d'accord absolus, parce que nous perdrions, je crois, notre âme à essayer de nous rapprocher entre nous. On a l'impression un petit peu que tout le monde est euphorique dans ce salon. On a connu des salons un peu plus ternes, des salons de crise. Là, on voit des voitures qui sont belles, qui sont variées, qui sont colorées. C'est votre impression aussi? Tout va bien pour vous aujourd'hui ou c'est une illusion? Je crois que nous pouvons effectivement être fiers des voitures que nous présentons. Je pense que les constructeurs français, PSA et je crois Renault vont bien, montrent qu'effectivement l'automobile française ne se porte pas si mal. Et je crois que les voitures que nous montrons aujourd'hui sont la preuve de notre dynamisme. Ça va bien aujourd'hui, mais demain, avec l'arrivée des japonaises par exemple, des coréennes qui profitent d'une monnaie qui s'effondre, est-ce que ça, c'est pas quelque chose que vous redoutez quand vous voyez la Xatis, là, la Yatis qui va être commercialisée par Toyota? Je suis allé voir la voiture japonaise, je suis revenu, j'ai regardé les nôtres et je suis assez confiant. Cela dit, on travaille. Je veux dire, on ne les battra pas sans travailler. Et on travaille à être plus inventif qu'eux, plus originaux, meilleurs en qualité, meilleurs en coût, donc à être meilleurs qu'eux, parce que c'est une bataille. Et c'est une bataille qu'on veut gagner. Alors je vous propose de voir des images qui sont des images en fait des espaces, parce que vous avez été les premiers à appeler cette voiture l'espace et c'est devenu presque un nom générique. Et on va voir que sur le salon, cette année, Peugeot, on sait, a suivi avec... Ça, c'est la Xara Picasso Citroën, oui. Qui ressemble très très fort à une autre voiture de chez Renault d'ailleurs. Je ne trouve pas, non, pas du tout. Non, je la trouve très différente, au contraire. Est-ce que, M. Schweitzer, vous n'avez pas l'impression, quand on voit que tous ces constructeurs sont venus à l'espace, d'abord d'avoir fait une superbe affaire quand vous avez dit Banco avec Matra, et puis aussi d'avoir été copié par tout le monde. Je crois que chaque constructeur essaye d'innover, d'inventer des idées. Nous travaillons à être un moteur d'idées depuis 100 ans. Et les bonnes idées, elles se diffusent. Ça fait partie de la nature des choses. Et l'idée de demain, ça serait quoi, M. Folz? Eh bien, c'est par exemple la Xara que vous venez de voir, c'est la C3 que nous avons vue tout à l'heure. C'est aussi des progrès dans la technologie, des progrès dans les moteurs, pour faire des voitures qui soient à la fois plus sûres et meilleures sur le plan de l'environnement. Alors sur la technologie, puisqu'on en parle, je vous propose d'aller rejoindre Luc Bazizin, qui se trouve pas très très loin d'ici, pas loin d'une voiture concurrente de chez Mercedes, la classe S, qui sort maintenant avec tout un tas d'innovations technologiques. Luc Bazizin, c'est à vous.
Écoutez, pour découvrir les innovations d'aujourd'hui, mais aussi celles que l'on pourra trouver demain, je vous propose d'embarquer à bord de la nouvelle Mercedes Classe S, la première voiture à proposer à son client un radar anti-collision. Un détecteur placé à l'avant de la voiture va repérer comme une tour de contrôle ce qui se trouve devant elle. Et en cas de ralentissement ou de freinage, la voiture va d'elle-même adapter sa vitesse, et ce, aussi longtemps que l'obstacle se maintient devant. Il suffit de régler cette molette pour choisir sa distance de sécurité. Ça, c'est aujourd'hui, mais encore plus fort. Actuellement, au Texas, la voiture est directement prise en charge par des capteurs noyés dans la chaussée et des caméras embarquées. Dans ce cas, le conducteur n'aura plus obligatoirement besoin de tenir son volant, ni même d'intervenir sur les pédales. C'est un peu comme dans un train, chacun, même celui qui est derrière le volant, se laisse conduire. Les constructeurs font également beaucoup d'efforts pour le confort intérieur. Par exemple, dans cette voiture, la climatisation va repérer à la fois le nombre de passagers dans cette voiture, mais aussi la position du soleil. Et en fonction de cela, elle va donner à chacun la température idéale. Et puis vous le savez, le multimédia fait son apparition dans la majorité des voitures aujourd'hui. Le guidage par satellite, par exemple, en est à sa deuxième génération beaucoup plus intelligente, puisque informé en temps réel, le système propose automatiquement un itinéraire de rechange en cas d'embouteillage. C'est ce que l'on appelle la voiture intelligente. Seul problème, ces systèmes se trouvent à bord de voitures chères. Celle-ci, par exemple, coûte l'équivalent de 10 Twingo. Alors 10 Twingo, ça fait beaucoup, surtout que nous sommes maintenant à nouveau sur le stand Renault, toujours avec vous, Monsieur Schweitzer. Monsieur Fols est resté et retourné dans son stand Peugeot, ce qui est normal, ma foi. Et nous sommes devant la Velsatis, qui est un concept car. C'est votre concept car. Alors c'est une voiture pleine de technologies révolutionnaires, évidemment. C'est comme ça que vous imaginez la limousine de demain ? C'est comme ça que nous imaginons le luxe à la française. Au fond, on s'est un peu trop habitué à une image traditionnelle du luxe. Nous pensons que la France peut inventer une nouvelle image du luxe, d'esthétique, d'audace. Et cela représente notre idée de ce que ça pourrait être. Dans cette voiture, en termes d'innovation, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dans les voitures qui seront effectivement créées ? Par exemple, un coupé à 2 portes, mais où on accède aux places arrière comme aux places avant, sans difficulté. Des portes qui s'ouvrent toutes seules. Un toit qui va jusqu'au pare-brise. Des roues plus grandes, un monospace bicorps, enfin bref, toute une série d'idées que vous retrouvez là rassemblées en un véhicule et que vous verrez sur une succession de véhicules Renault, parce que nous sommes toujours un moteur d'idées. Alors elle a des formes assez étonnantes, en même temps, enfin futuristes si on peut parler comme ça. Je crois que vous vous y habituerez. Quand on se promène dans le salon, c'est marrant de voir que une voiture qui réunit beaucoup d'assentiments, c'est la New Beetle, c'est en fait une coccinelle améliorée qui nous arrive des États-Unis, qui sera, je crois, commercialisée en 99 en France, et tout le monde veut la voir. Est-ce que vous pensez beaucoup aux femmes quand vous créez les voitures ? Nous pensons beaucoup aux femmes, oui. Et comment vous les voyez ? La Twingo, la Clio, d'abord nous ne les voyons pas comme uniformes. Il y a toutes sortes de femmes. Il y a des femmes qui travaillent, il y a des femmes qui ne travaillent pas, et elles veulent une voiture qui soit à leur service. Elles ne veulent pas être au service de leur voiture. Et donc nous voulons une voiture qui réponde à leurs désirs, qui réponde à leurs besoins, qui soit amicale. Bon, ce ne sont pas donc ce sont des consommatrices en titre, les femmes, pour vous, ce ne sont pas seulement des faire-valoir de la voiture, ou etc., comme on a pu le voir. L'idée que l'homme achète la voiture et que la femme l'accompagne est une idée qui n'est plus vraie. Il y a des femmes qui achètent des voitures, des hommes qui achètent des voitures, des couples qui achètent des voitures, et on n'est pas sexiste chez Renault. Alors, je vous propose de voir comment la pub a souvent été sexiste pour les femmes, puisque la femme a souvent servi de potiche, il faut bien le dire, pour vendre et pour mettre en valeur encore plus des belles carrosseries. C'est un sujet de Jean-Jacques Dufour. National. Pour remonter jusqu'à l'époque où les autos démarraient à coups de manivelle et où les femmes n'étaient que passagères, il nous a suffi de descendre dans les entrailles de la maison de la pub. Caverne d'Ali Baba remplie de films et d'infos. À propos d'infos, il faudrait se rappeler qu'au début du siècle, certains journalistes écrivaient « À cause de leurs imperfections naturelles, les femmes ne conduiront jamais ». Il faut dire qu'en ce temps-là, les bagnoles étaient des monstres et le cinoche encore muet. Le sonore commence dès 1927 et la publicité adoptera le sonore dans les années 30. Un petit peu plus tard fait le cinéma parlant. Et très vite, la pub s'aperçoit qu'une fille bien carrossée, c'est idéal pour mettre en valeur les voitures de grande marque. Là, nous sommes dans l'entre-deux-guerres, où le fin du fin, c'était les concours d'élégance. Désormais, la belle a apprivoisé la bête, mais la bête s'est affinée et la belle a évolué. C'est pas très sexe à l'époque. Les publicités à l'époque sont extrêmement prudes, bourgeoises, et on pense plutôt à des défilés de mode quand les femmes arrivent chapeautées avec des gants et des robes longues. Mais bien entendu, tout ça est du meilleur goût dans le meilleur des mondes. Après la guerre, changement de décor, du noir, on passe à la couleur. Elle est si pratique pour les courses quotidiennes. 4 places, 4 portes, la 4 chevaux Renault et la jolie voiture de toute femme.
femme moderne. Et la femme moderne consomme, la voiture est devenue un produit de masse. Dans les années 50, c'est la famille et effectivement les voitures sont présentées différemment, elles sont accessibles, on montre le coffre. Bon, déjà on peut mettre plein de valises dedans, les enfants, il y en a au moins 3. C'est vraiment l'image de la famille française qui s'embarque dans les 32 glorieuses. Et là alors la femme est plutôt potiche quand même un peu. La femme est ménagère, utilitaire et c'est vrai un petit peu potiche aussi. La voiture, de la joie de vivre, Dauphine 62. Après la pionnière, l'élégante et la consommatrice, nous arrivons aux années 90 et là, ça devient très chaud. La publicité automobile érotise les filles à fond les manettes et d'un modèle à l'autre, on culbute ou on caresse. À l'aube de l'an 2000, les filles sont vraiment renversantes et ce ne sont pas les Américains qui me démentiront. Je pense que dans cet aspect érotisé de l'automobile, il y a quand même beaucoup de second degré, voire de référence à des valeurs subconscientes. Mais en tout cas, il faut quand même voir tout ça avec distance et s'en amuser. Moi, ça m'amuse plutôt qu'autre chose. Quant à l'avenir, eh bien, il semble virtuel. Grace Jones est déjà ringarde, maintenant les élégantes, ce sont des héroïnes de jeux vidéo, façon Lara Croft. Montez, j'ai peur toute seule. Alors c'est quoi l'idée de Lara Croft, quoi, jeune Lara Croft, hein, c'est le croisement de James Bond et Indiana Jones, mais au féminin. C'est une femme qui a du succès, c'est une femme qui est vainqueur des hommes, donc ça plaît aux dames. Ça plaît aux hommes parce qu'elle a une silhouette comme il faut, elle a les armes qu'il faut pour se battre dans la vie. Puis d'abord et avant tout, c'est quelqu'un qui est vainqueur. Décidément, on n'arrête pas le progrès. 17 ans après l'invention de l'airbag, les filles ne sont déjà plus en chair et en os. Mais trêve de nostalgie, une conclusion s'impose. En 100 ans, la femme et l'auto ont fait un sacré bout de route. Voilà, on arrive à la fin de cette page spéciale au salon de l'automobile, au mondial de l'automobile. Vous allez le voir, il y a beaucoup de monde déjà ici ce soir. Il faut dire que c'est une soirée un peu privée sur invitation pour les constructeurs. Demain, c'est Jacques Chirac qui inaugure le salon. Et puis, il sera après ouvert au public pour une dizaine de jours. Et libre à vous de vous y rendre, Claude. Bonsoir. Évidemment, on essaiera d'éviter les embouteillages. Merci Benoît pour toute cette page spéciale. Et je rappelle à ceux d'entre vous qui sont intéressés que vous pouvez utiliser le site internet de France 2 pour avoir tous les détails sur ce 100e mondial. Voilà l'adresse du site internet de France 2. Et puis dernière information, je signale que la commission antidopage de la Fédération cycliste suisse a décidé de suspendre pour 8 mois 3 coureurs suisses de l'équipe Festima, Alex Zülle, Laurent Dufaux et Hermine Meyer. Et puis Laurent Jalabert renonce à participer au championnat du monde de cyclisme début octobre aux Pays-Bas. Il avait été présélectionné dans l'équipe de France compte tenu de son état physique et psychologique. Je vous rappelle à la fin de cette édition 2 informations que nous avons développées au cours de ce journal. À Lyon, la justice enquête sur les conditions de la mort de 10 personnes à l'hôpital Édouard Herriot. Il s'agit de savoir s'il y a un lien entre une panne d'électricité et ces décès. Et puis la visite de M. Gerhard Schröder, récemment élu par les Allemands futur chancelier officiel de la République fédérale d'Allemagne. M. Schröder a rencontré M. Jacques Chirac et M. Lionel Jospin. Il était également notre invité dans cette édition. Dans quelques instants, la météo d'Isabelle Martinez, c'est assez pluvieux, instable à l'ouest, plus calme à l'est. À 20h50, un téléfilm, Passage sous silence, suivi de Ça se discute, avec Jean-Luc Delarue. Ça se discute s'intéressera aux troubles sexuels. À 0h25, le dernier journal, avec Florence Duprat, et puis Le Cercle, présenté par Philippe Lefebvre, qui, comme une fois par mois, accueillera tous les critiques culturelles. Demain, à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Pierre Salignon, le responsable de Médecins sans frontières, à propos de ce qui se passe en Corée du Nord. À 13h, Carole Gessler, Rachid Arabe. À demain 20h. Bonsoir. Merci.